Les grands rendez-vous Diamant. Bienvenue à ce 4e grand rendez-vous Diamant, rendu possible grâce au service de la culture de la Ville de Québec. C'est en octobre 2023 que Robert Lepage s'est entretenu avec Julie Le Breton lors de son passage au Diamant pour la pièce Les 10 commandements de Dorothy Dix, Dubu Compagnie de création, en coproduction avec Espace Go et le Théâtre national de la Colline. Depuis son premier rôle au cinéma en 2002 dans Québec-Montréal de Ricardo Troggi, Julie Le Breton est devenue l'une des actrices les plus talentueuses et populaires du Québec, brillant autant au cinéma, à la télévision qu'au théâtre. Depuis 1998, elle a participé à plus de 20 projets télévisés, dont Les Beaux Malaises de Martin Matt, et plus récemment dans la première série télé réalisée par Xavier Dolan, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Julie Le Breton a également joué dans plusieurs succès du cinéma québécois. En 2007, elle a remporté un prix Génie pour sa performance dans Maurice Richard de Charles Binabé. Au théâtre, c'est à l'hiver 2022 que la comédienne joue son premier solo, à l'Espace Go, dans les 10 commandements de Dorothy Dix, Dubu Compagnie de création, un texte de Stéphanie Jasmin et une mise en scène de Denis Marleau, pièce présentée au Diamant en octobre 2023. Pour sa performance exceptionnelle, elle a reçu le prix de la critique saison 2021-2022. Julie Le Breton a foulé les planches du théâtre Le Diamant à quelques reprises déjà. En décembre 2022, elle faisait partie de la distribution de La Fureur de ce que je pense, et en février 2023, elle a partagé la scène avec Maude Laurendeau dans la touchante pièce Rose et la machine. Enfin, elle fait partie de la distribution de la nouvelle mise en scène de Mani Soleiman-Loup, classique, qui sera présentée au Diamant au printemps 2025. Place à la discussion. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Julie. Alors, aujourd'hui, évidemment, on accueille Julie Le Breton. Évidemment, moi, je suis un grand fan, mais aussi, c'est une amie. En fait, on se croise souvent. On s'est connus il y a quand même déjà un bon moment. Hein? Et ce qui fait que j'ai l'impression de la connaître peut-être plus qu'elle pense que je la connais. Mais on pourra vérifier. Évidemment, comme le dit cette belle introduction, sur sa carrière, évidemment, elle a une grande carrière cinématographique, une grande carrière télévisuelle. Elle est impliquée dans plein de choses, mais elle fait aussi du théâtre. Et c'est surtout de ça dont on va s'entretenir cet après-midi, si tu veux bien, Julie. Avec plaisir. Si tu veux, si tu veux t'aventurer, parler de comment on adapte une pièce au cinéma, tu as le droit de parler de tout ça. Là, y a Mais pas de censure. on a beaucoup plus l'occasion de parler de ce qu'on fait à la télé ou au cinéma que de parler de ce qu'on fait au théâtre. Tout à fait. Malheureusement, fait que ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse plonger Voilà. là-dedans. Alors, mais justement, moi, je sais que tu as dit à un moment donné que tu aimes bien faire du cinéma, tu aimes bien faire de la télévision, mais la première chose pour toi, c'est le théâtre. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, ben oui, c'est vrai parce que c'était l'impulsion première. Ouais. Jamais dans ma vie, je pensais que j'allais tourner. Je suis née avec une marque de naissance sur l'œil, puis dans ma tête, c'était comme ça. Je ferais jamais rien à l'écran parce que j'ai comme une marque de naissance d'en face que j'ai dû me faire enlever pour des raisons médicales. Mais donc dans ma tête, j'allais faire du théâtre. Je me voyais même quand j'étais à l'école de théâtre, je me disais que j'allais faire du théâtre de rue, que j'allais voyager, que j'allais être comme une saltimbanque. Puis le premier contrat que j'ai eu en sortant de l'école de théâtre, c'était à la télé. Fait que mon beau plan de liberté mexicaine a pris le bord. Mais le théâtre reste le plaisir premier. Quand j'étais toute jeune, on a habité en Suisse pendant 2 ans. Puis j'ai eu un professeur extraordinaire en 4e année du primaire qui nous faisait lire de la poésie à tous les matins. Qui nous faisait monter sur scène, même devant personne. Il y avait comme monté une petite estrade. Puis il a vraiment encouragé cette espèce de prise de parole-là. Puis ça a vraiment éveillé quelque chose en moi de très, très fort qui est resté. Ouais. Et tu as eu envie, évidemment, d'étudier. Tu as étudié à Lionel-Gros, je crois? Oui, à Sainte-Thérèse, Okay. au collège Lionel-Gros. Bon, et tu as aussi étudié en sciences pures, ça se peut-tu? OK. J'ai pas fait long feu, Robert. Ça n'a pas fait long feu? Non. OK. Non, mais je me dire pourquoi que je pose la question. C'est pas pour te mettre en boîte. C'est juste que tu dis que tu as toujours rêvé d'un jour de jouer un médecin ou de... moi, mon affaire, c'était la géographie. Là, moi, je voulais être prof de géographie, tout ça. Puis quand je suis rentré au conservatoire, je me dis, là, c'est folle balle, la géographie, parce que comment tu peux allier
les études théâtrales avec la géographie. Puis bon, évidemment, avec le temps, ma carrière a fait que je mène une vie pas de prof de géo, mais presque. Là. C'est-à-dire Oui, que je voyage effectivement. beaucoup, je m'intéresse aux différentes Tu es cultures. un créateur géographe, Voilà. on peut le dire comme ça. C'est une géopoésie, disons. Ouais. Et c'est ça. Alors, je me suis dit, est-ce que toi, la médecine ou l'envie de faire de la médecine, à part la thanatologue que tu joues dans est-ce que, à part jouer des rôles de médecin, est-ce que c'est une affaire, toi, l'entraide, la souffrance, est-ce que c'est une affaire qui te... Oui. Mais je demeure le médecin des gens autour de moi. OK. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle beaucoup. J'appose des diagnostics et parfois des plans de traitement. Sérieusement? Sérieusement, et c'est particulier parce que souvent dans des gangs de théâtre, Ouais, ouais. je m'occupe vraiment beaucoup des gens, ce qui fait en sorte qu'il y a comme une partie de mon trac qui existe à travers les autres. Je deviens très traquée pour mes compagnons. Si je sais que telle personne a peut-être eu des petites douleurs à l'estomac hier, là, soudainement, je vais tout faire en sorte pour que cette personne-là soit bien. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça particulier de soudainement faire un solo et de me retrouver seule sur scène pour la première fois, parce que là, je pouvais plus être une aidante naturelle pour les gens qui m'entourent. Il fallait juste que je m'occupe de moi-même. Ça, c'était très vertigineux. Là. Garde le breton. Garde le breton. Mais tes remèdes ou tes traitements, là, c'est pas genre des affaires de... Moi, je dirais pas le mot, c'est trop impoli de dire docteur là. Puis... docteur Lappé. Puis ça dit, oui, les remèdes du docteur là. Et ça, c'est genre... j'ai pris ma douche, j'ai l'oreille bouchée. Bien, couche-toi sur le côté, puis ça va déboucher tout seul. C'est pas ce genre d'affaire-là. Là. Non, mais je suis bonne. Ah, je suis très... non, je suis vraiment bonne, là. Oui, pas vrai. Je sais pas, tu sais, je me disais que j'allais faire ça dans la vie. Ça a été un grand drame de ne pas pouvoir être finalement médecin, mais quand les maths puis la physique est arrivée dans ma face, j'ai fait « Ah, non! » Et donc, je me suis dit que j'allais faire un métier où j'allais pouvoir peut-être en jouer des médecins, ce qui m'est arrivé. Tu sais, j'ai joué la thanatologue, mais j'ai aussi joué une épidémiologiste juste avant la COVID, qui découvrait un coronavirus qui s'appelait le COVA dans une série qui s'appelait Épidémie. C'était bien mêlant parce que c'est en même temps que nous, comme quoi la fiction et la réalité se côtoient parfois. Je sais aussi que tu as habité aux États-Unis. Oui. Tu as été longtemps aux États-Unis? 3 ans. 3 ans. Secondaire 1, 2, 3. OK, fait que c'est quand même assez jeune. C'est quand même une influence, une expérience importante d'adolescence. Ça. Vraiment. Et je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, il y a longtemps, puis je dirais pas avec quel chum, puis Franchement. Mais non, mais je t'avais jamais vu jouer, je te connaissais pas comme comédienne, mais on faisait des farces, puis tout ça. Puis moi, mon copain, il est américain, fait qu'il parle anglais, tout ça. Puis tu t'es mis à parler en anglais, mais sans aucune trace de français. Puis même que tu imitais des Britanniques, et tu étais capable de faire des accents anglais. Alors, est-ce que ça t'a tenté de jouer en anglais, ou est-ce que c'est arrivé de jouer en anglais? Ça m'est arrivé, puis j'ai pas tant aimé ça. Pourquoi? Parce que... Mais, je sais pas. Ah, ouais. Je sais pas, j'ai jamais eu cette espèce d'ambition-là d'aller... puis là, je parle plus du côté tournage, mais d'aller travailler du côté anglo-saxon. Ils ont une façon de travailler qui... les quelques fois que ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça très déstabilisant. Particulièrement le côté américain, l'espèce d'approche au jeu, le côté très... comment puis-je être poli? Dis-le, moi j'ai dit le docteur, là. Non, mais c'est un espèce de truc où il y a vraiment quelque chose à un moment donné qui c'est pas juste à cause de l'acteur studio ou de cette espèce de méthode de travail-là, mais où l'acteur est se donne énormément d'importance et oublie l'aspect communautaire de notre métier qui est très important pour moi, tant sur scène que dans une équipe de tournage où je suis... Tu sais, je vais être à côté de la caméra puis je vais regarder tout m'intéresse. Tous les corps de métier m'intéressent. Donc, juste le fait de jouer en anglais suffit pas. C'est-à-dire, toi, ce qui t'irrite plus, c'est bon, le contexte anglo, mais pas nécessairement le... Parce que moi, je sais que quand je parle anglais, comme c'est pas ma première langue, on dirait que je me détends. Mais toi, Robert, t'es un être à part. Non. Non, mais... Essaye de faire une entrevue avec quelqu'un de...
Non, Non, mais c'est quand même étonnant. Je me rappelle une fois, on était, parce que tu avais monté le ring à New York, Ouais. puis tu partais de New York pour, je crois, aller jouer. C'est-tu le dragon? Je sais pas, ça se Tu peut. partais à Vancouver jouer une de Ouais. tes pièces en anglais pour la première fois. Ouais. Puis je t'avais dit, oui, mais est-ce que tu sais, tu l'as déjà joué en anglais? Non, mais je vais le lire dans l'avion. Puis j'étais comme. Ouais. Mais c'est incroyable. Cette affaire-là, c'est vertigineux pour moi. Puis, tu sais, des acteurs qui ont travaillé avec toi sur les 7 branches, ou puis quand vous étiez en tournée un peu partout, qui soudainement, il faut qu'ils jouent en anglais, mais ils traduisent au fur et à mesure. C'est cauchemar. Cauchemar. Mais moi, je te posais pas cette question-là pour que tu me parles de moi. Là. Non, c'est juste que... Non, c'est entre acteurs. C'est juste que moi, j'ai des problèmes de jeu. Quand je joue en français, moi, en tout cas, je ne ferai pas ma thérapie ici aujourd'hui. Mais il y a des choses qu'on est capable de jouer, des choses qu'on est moins capable de jouer, des choses où on est plus bloqué, où ça ne vient pas facilement. Puis on dirait que de jouer dans une autre langue, ces affaires-là s'en vont. Je comprends. Puis que tu es excusé de plein de choses. Que, comme, je sais pas, les Britanniques, quand ils m'entendent jouer en anglais, ils l'entendent, c'est que c'est pas ma première langue, mais alors ils sont contents que je prenne la peine de le faire, tout ça. J'ai plein de permissions que j'ai pas quand je parle en français, où là, il faut toujours que je surveille ma diction, comment je dis, si mes verbes sont bien accordés, s'il n'y a pas trop de... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Alors moi, c'est très libérateur jouer dans une autre langue. C'est pour ça que, comme je savais que tu étais parfaitement bilingue, puis que tu es même capable de jouer plus qu'un accent anglais, je me demandais si tu ressentais la même libération. Mais je ne sais même pas si je serais capable de le faire dans la réalité. Tu sais, quand je me promène ou je fais des accents ou je parle comme une fille du Midwest américain, c'est comme à la blague pour me détendre. Après ça, si dans un contexte professionnel, il fallait que j'aille faire ça, je sais pas. C'est tellement lié à la langue française, pour moi, le fait de jouer. Puis la langue française est multiple, on en parlait tout à l'heure, mais toutes ces espèces de... Toutes ces théâtralités-là, toutes ces langues-là qui existent à l'intérieur du théâtre, à l'intérieur d'une même langue, parce que c'est pas du tout la même, dépendamment du dramaturge qu'on joue, je trouve ça extrêmement riche. Fait que peut-être que si je me disais, je vais jouer en anglais de la même façon, comme si c'était... Peut-être que j'y arriverais, mais je suis très, 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 très perfectionniste, puis j'aurais vraiment de la misère à me trouver pas bonne. Oui, mais Meryl Streep, elle était Oui, mais Meryl perfectionniste, Streep, puis elle jouait des... c'est l'idole de tous. Oui, mais c'était une Américaine qui a joué Margaret Thatcher, qui était une Britannique, très connue, tout ça. Ouais. Donc, c'est une perfectionniste aussi. Puis Mais Margaret Thatcher... elle a gagné son Oscar. Oui, mais Meryl Streep, elle a comme le luxe de... Quand elle se prépare pour jouer Margaret Thatcher, elle va faire ça à temps plein pendant probablement 1 an et demi de préparation avant d'y aller. Au Québec, notre contexte d'acteur fait en sorte que, des fois, je joue au théâtre le soir, mais le matin, j'ai enregistré une pub de l'Auto-Québec, ma voix, puis là, l'après-midi, j'étais allée faire un lancement pour un truc, puis après ça, le lendemain, je tourne dans une série. Fait que on devient très gymnaste. Il faut comme être vite bon dans plein d'affaires parce qu'on n'a pas tant cette espèce de long travail de fond. Là. On n'a pas tant cette possibilité-là de ne faire qu'une affaire à la fois. Oui, pour des raisons d'argent aussi, dans le sens que c'est pas toujours, ça rémunère pas toujours bien, même si c'est de la télé, même si c'est du cinéma. Exact. Souvent, il faut en faire plus que les... Tu sais, des fois, les gens sont comme, on vous voit partout. Là, t'es comme, mais oui, mais il faut que je gagne ma vie. C'est ça. On se tanne aussi. Mais, Ils sont bien tannés de moi, là. C'est ça. Ça achève, ça achève. On n'est pas tanné encore. D'ailleurs, on n'est pas tanné de te voir ici au Diamant parce que c'est la 3e fois que tu... Incroyable, que tu en es ici. 1 an. Ouais. En 1 an. Donc, je disais hier à la blague à Denis Marleau que tu étais notre sociétaire, tu sais, parce que les sociétaires, c'est la Comédie Française, ils ont ça, les sociétaires. C'est des acteurs que tu ne peux jamais te débarrasser. Ils sont rendus à 90 ans, puis ils sont encore payés à la semaine, puis là, il faut que tu leur trouves une job. Fait qu'ils deviennent souffleurs ou ils deviennent... tu sais, en tout cas, on le trouve déjà. Fait que peut-être que c'est ça qui va t'arriver avec... Bien, j'aimerais ça. À chaque fois que j'entre ici, vous êtes vraiment chanceux d'avoir cette salle. La première fois que je suis entrée l'année dernière, au mois de novembre, quand on a joué La Fureur de ce que je pense, j'ai vraiment ressenti une très, très grande émotion. J'avais l'impression que je retrouvais à l'intérieur d'une même salle réunie tout ce que j'avais trouvé extraordinaire dans des théâtres que j'avais eu la chance de visiter à l'étranger. Le rapport de la scène avec la salle, la beauté du lieu, l'acoustique, le noir absolu. Il y a tellement peu de théâtre où il fait si noir. Je vous vois pas, là.
Ça tombe bien, C'est il ne voit plus. extraordinaire. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment une salle super. Fait que c'est un grand privilège de venir ici. Puis je dis pas ça pour être accoleuse du tout. Non. Parlant d'être racoleuse, j'ai lu à quelque part, en tout cas, ben, j'ai lu, c'est pas toi qui dis ça, mais c'est la façon dont les gens te parlent de toi et ton travail théâtral. Ils disent, elle a travaillé avec tous les plus grands metteurs en scène québécois. Puis là, ils font la liste. Puis mon nom n'est pas là. Là, j'ai fait, bon. Ben, il y en a je suis beaucoup pas sur la avec qui liste. j'ai pas travaillé. Là, C'est vrai? En tout cas, Ben, je veux oui, dire il y les en noms a que j'ai vus là. plusieurs que j'admire et Ouais. dont toi, avec qui j'ai jamais travaillé. Là. C'est de la grande exagération. Là. En tout cas, tu checkeras Wikipédia. Parfait. Mais bon, et d'ailleurs, justement, si on travaille ensemble, Ouais. OK, est-ce que c'est parce que je sais que tu as travaillé au Nouveau Théâtre expérimental. Tu dis que tu aimes la création, mais vraiment, là, genre, tu pourrais improviser, tu accepterais là, Ah, c'est quoi ce face-là? Mais non, mais Mais c'est ça, la création. non, mais oui, c'est ça la création. Mais j'ai encore à ce jour un grand sentiment d'imposture par rapport au processus créatif. Il y a une partie de moi qui, tu sais, j'écris pas. Il y a comme une partie de moi qui se fait pas tout à fait confiance dans tu sais, quand j'ai travaillé au Nouveau Théâtre expérimental, Alexis avait écrit les textes, Oui. ou Jean-Pierre Onfort avait écrit les textes. OK. Fait que il y avait un matériau de base. Je trouve ça très vertigineux d'arriver quand il n'y a pas de matériau de base. Quand il y a pas... Après ça, quand il y a un texte, puis on peut le travailler, le peaufiner, réécrire, essayer de ce qu'on a fait avec les 10 commandements de Dirty Dix. Quand même, on a beaucoup travaillé le matériau premier. Mais d'arriver dans le vide, de juste improviser un truc, là, c'est quelque chose que je trouve très challengeant. Ouais. Ça fait que mon nom ne soit jamais dans Wikipédia. C'est ça. Parce que je sais comment tu travailles. Tu sais, Oui, oui. puis Mais je ça trouve ça te fait peur. C'est une extraordinaire. affaire qui te... Ouais, mais après ça, moi, j'aime ça avoir peur. C'est pour ça que je fais Ouais. du théâtre. Là. Tu peux pas faire du théâtre si t'es pas un petit peu maso. Non, mais il y a L'histoire de une ma vie. partie de l'acte théâtral, de cette espèce de saut dans le vide-là qui nécessite un besoin d'adrénaline puis un désir de se mettre en danger. Parce que sinon... Oui, c'est ça. Sinon, on n'a pas... On n'en Sauf fait que, pas. bon, c'est ça. Mais alors, même si tu ne serais pas prête à partir de zéro, puis improviser, puis qu'on écrive... Quand je dis écrire ensemble, il y a toujours quelqu'un qui écrit pour tout le monde aussi, Ouais. à un moment donné. Il y a quelqu'un dont c'est plus le talent de, alors il va le faire. Mais tu sembles quand même être souvent sollicité pour être à la création d'un personnage. C'est le cas, par exemple, ce que tu as fait avec Michel-Marc Bouchard, Ouais. La nuit où, je pense toujours... C'est un long titre. La nuit ou Laurier Gaudreau. Laurier Gaudreau, On non. appelle ça Laurier Gaudreau entre nous. Là. Ou juste OK. Laurier. C'est On parce peut que dire ça. mon ex s'appelait Émile Gaudreau. C'est pour ça que je fais toujours le... Ben, sur la nuit où Émile Gaudreau s'est réveillé. Puis d'ailleurs, ouais, on salue Émile. Il s'est réveillé, puis me laissé... Mais c'est que je suis pas capable de me rappeler de ce nom-là. Mais... non, mais c'est ça. Mais sérieusement, donc, tu sembles quand même, et c'est le cas pour le spectacle que tu fais ici, tu es là à la création. C'est-à-dire à quel point es-tu à la création, dans le sens que, bon, oui, les gens écrivent, mais ils réécrivent, ils ajustent, tu amènes des idées, tu mastiques ça pour eux. Qu'est-ce que tu fais? Oui, ben, dans le cas de La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, c'était très particulier parce que Michel Marc a créé un personnage qui était là, j'ai écrit ça pour toi, puis je l'ai lu, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu en moi pour pondre Mireille, qui est vraiment une éclipse, là, qui est comme c'est vraiment quelqu'un qui est complètement en repli intérieur, encore plus au théâtre qu'elle l'était à la télé. Au théâtre, là, c'était très particulier comme présence. Puis je trouve ça formidable quand même, mais c'est sûr qu'il ne l'a pas adapté en travaillant. Ici, ce qui est particulier pour les 10 commandements de Dirty Dix, c'est qu'au départ, c'était une actrice plus âgée qui devait la jouer. On veut des noms. Christiane Pasquier, la formidable et oui. grande Christiane Pasquier. Ah, Puis la c'est pandémie excellent. est arrivée, puis bon, c'est très vertigineux comme Oui. texte. Puis l'incertitude de tout ça a fait en sorte qu'elle a préféré... Parce qu'elle a travaillé beaucoup, elle. Avec c'est une grande complice de Denis Marleau et de C'est une grande Ubu. virtuose, justement. Complètement, puis elle maîtrise cette espèce Oui, tout à fait. de façon de travailler là. Puis bon, elle a préféré se retirer pour des raisons que je comprenais tout à fait. Et donc, en arrivant dans le truc, c'est sûr c'est comme si ça avait modifié un peu
la perception de Denis et de Stéphanie de ce texte-là, parce que plutôt que d'être une femme plus avancée dans son parcours de vie, là, soudainement, j'avais 45 ans quand j'ai eu le texte en main. La première fois, c'est comme si je me retrouvais, si j'ai la chance de vivre longtemps, au milieu. Parce que le personnage, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je joue une femme qui se promène à travers les différents âges de sa vie. Parfois, j'ai 10 ans, parfois, j'ai 100 ans, puis on se promène de façon non linéaire et non chronologique à travers ça. Fait qu'il y avait quelque chose de très intéressant, soudainement, d'avoir cette espèce de point central-là. Mais mon travail après, c'est à partir du moment où tu entres dans un texte, j'appelais Stéphanie, puis je faisais cette répétition-là. Est-ce qu'elle est nécessaire? Puis là, elle me l'expliquait. Ou non, ça, c'est pas nécessaire. On prend ce bloc-là, on le met là, ça serait plus logique pour moi. Donc, tu avais quand même la main oui. dans la pâte. Tout à fait, oui. C'est ça. D'ailleurs, parlons-en de ce spectacle-là. Juste, ça va, lever la main, ceux qui ont vu le spectacle hier. Il y en a 3 ici en avant, les autres, on vous voit pas. Les autres, on ne vous voit pas. Est-ce qu'on peut allumer la lumière juste de la salle, juste 2 secondes? Vous pouvez crier aussi. Parce qu'on ne veut pas brûler trop de punch non plus. Puis... OK, bien dites yé. À ceux qui ont vu le spectacle hier. Alors, soit qu'ils ne sont pas nombreux, ou soit qu'ils n'ont vraiment pas aimé ça. Et OK, bon. Merci. Bon, parfait. Merci. Bon. Alors, c'est parce qu'on ne veut pas non plus trop en Mais dévoiler, parce que... punch. Alors, dites yé ceux qui vont le voir ce soir ou demain. Alors, voilà. OK, fait qu'on va essayer. Non, parce que aussi, le punch n'est pas juste dans l'histoire et tout ça. Le punch est dans la forme, le punch est dans l'interprétation. Bon, il y a plein de choses ça serait bien d'en parler, mais pas trop non plus vendre la mèche. Tu parlais justement que, bon, à 45 ans, tu es comme dans le milieu de cette vie-là, donc ça te permet de faire les différents âges. Ça, c'est un talent que tu as qui est particulier. Tu joues plusieurs personnages parfois. Bon, par exemple, dans Rose et la machine, tu prends plusieurs voix, puis c'est une affaire que tu aimes faire. Puis comment procèdes-tu? Parce que moi, j'écoutais hier, puis les changements sont tellement subtils, mais on sait qu'il y a eu un changement d'âge. On sait que, comme dans Rose et la machine, des fois, on sait que c'est pas le même personnage, pourtant la voix est la même, puis c'est l'énergie ou c'est la présence. En tout cas, il y a comme une affaire, je ne sais pas comment tu t'approches ça, comment tu travailles ça. Mais c'est drôle parce que j'ai créé les 2 shows dans la même année, puis au début, je faisais aucun lien entre les deux, puis à un moment donné, j'ai fait, il y a vraiment... C'est Stéphanie Jasmin, quand elle est venue voir Rose et la machine, elle fait, mon Dieu, c'est drôle, c'est une toute autre interprétation, mais c'est la même gymnastique intérieure que tu fais, puis je trouvais ça intéressant Pour Dorothée 10, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on n'a jamais parlé de voix. Denis n'a jamais dit telle voix ou telle... On a parlé de la voix de cette femme qui vient un peu habiter son corps et la faire voyager à travers les âges de sa vie, mais il n'a jamais dit « prends la voix d'une femme de 80 ». C'était qu'une affaire de rythme, de souffle. Puis en changeant de rythme, parfois la voix va se déposer d'une certaine façon. La voix devient plus grave, le corps devient plus lourd. Après ça, quand on est un peu plus jeune, il y a quelque chose qui... À partir du moment où le corps devient plus haut, plus projeté vers le haut, comme s'il y avait quelque chose de plus vertical, les choses montent, la voix monte aussi. Mais ça s'est fait de façon un peu non dite, parce que sinon, je pense que ça aurait été peut-être trop plaqué. Si on avait vraiment essayé de... Trouve ta voix de femme de 80, trouve ta voix de femme de 40. J'ai comme l'impression que ça aurait été très difficile. Fait que la façon dont on a travaillé le texte de Stéphanie, à un moment donné, ces voix-là sont apparues. Puis on a vraiment travaillé pour que les glissandos d'une voix à l'autre, d'un âge à l'autre, soient... Ouais, vraiment le Mais d'ailleurs, plus, moi, c'est ça ce que je me disais, parce que j'étais étonné d'apprendre que c'est ton premier solo. Ouais. J'étais nerveuse d'ailleurs aussi pour ça. Je me lançais toute cette entreprise-là de faire un spectacle solo, mais pourtant, tu es armé pour le faire. Si tu es capable de faire tout ça, toutes ces voix-là, ces nuances-là, si tu es capable d'habiter la scène avec plein de personnages différents, donc tu n'es pas... Non, mais pour moi, le théâtre était un lieu grégaire, un lieu de communauté, un lieu de... Il n'y a rien que j'aime plus que d'être dans un local de répétition, puis la première heure, souvent, on ne répète pas, on parle. C'est ça. Il y a toujours qui fait, arrête de parler du show. Non, mais tu sais, c'est ça. Mais à un moment donné, on parle, on se raconte nos vies, mais ça nourrit la création. Puis il y a quelque chose où on dirait que le temps s'arrête, tout va tellement vite.
Mais là, il y a une espèce de moment où soudainement, tout le monde est dans une écoute puis dans un partage, puis c'est drôle, puis c'est léger. Parfois, c'est plus deep, parfois, c'est... Il y a quelque chose que je trouve vraiment important là-dedans, de partager le track, d'être en coulisses avec quelqu'un, d'être comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'en va faire là? Ça n'a pas de bon sens. Fait que la solitude moi, je suis très solitaire dans la vie, mais dans le travail, j'ai besoin de la meute, j'ai besoin de la gang. Mais tu es quand même entouré dans ce spectacle-là. Oui. Bon, mais oui, puis non. Tu as besoin d'une présence. Mais j'ai pas besoin. Après ça, au début, ça me faisait vraiment peur. Puis après ça, puis ça revient à moi qui prends soin de tout le monde. Là, j'ai réalisé que je pouvais me détendre parce que j'étais juste responsable de moi-même. Ouais. Si je m'enfonce dans un gouffre de je sais plus ce que je fais, mon texte s'en va, je suis la seule responsable là, de mon sort sur scène présentement. Il y a quelque chose de très galvanisant là-dedans. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'expérience. Je suis vraiment fière. Tu sais, ça a vraiment été un gros défi. Je n'ai jamais travaillé aussi fort de toute ma vie. Fait que intérieurement, ce que ça a créé chez moi, c'est très fort, c'est très riche, mais c'est quelque chose qui me terrifiait. Je me sentais pas assez armée pour faire ça. C'est 1h15, Ouais. non-stop, où tu parles non-stop, à un rythme quand même assez, pas effréné, là, c'est pas effréné, mais c'est constant. Surtout vers la fin, là, il y a quelque chose de plus soutenu. Il n'y a pratiquement aucune pause, jamais. Non. Ça, bon. Alors, comment respires-tu dans ça? Moi, à un moment donné, pas qu'on pense à ça là, quand tu joues, on embarque avec toi, puis on est très touché, tout ça, puis on va où le personnage nous amène. Mais à un moment donné, vers la fin, à un moment donné, je dis, mais à toi, à bout de souffle, est-ce que c'est une technique ou c'est tout simplement parce que tu habites la chose, puis ça respire pour toi? Je sais pas. Ce qui est difficile, c'est la déglutition. Des fois, je suis comme, avale il faut que tu trouves un moment pour avaler ta salive. C'est un grand, c'est un grand enjeu. Je suis comme, avale ta salive, mon Dieu, mon Dieu. Comme quoi, tu sais, on donc, reste... asseyez-vous pas dans la première rangée. C'est ça. Si vous avez des biais, faites attention. Non, mais c'est la beauté de l'art vivant. On reste quand même des humains sur scène. Mais c'est très... presque... Tu sais, Denis Marleau est un metteur en scène qui travaille... il y a un très, très grand espace de liberté, mais il y a une très grande précision et il voit le théâtre beaucoup comme une partition musicale. Et on a beaucoup parlé de cette partition-là, qui est le texte, comme une œuvre musicale. Et à travers ça, les souffles se sont placés presque... Je pense que je respire au même endroit depuis 55 représentations, là. Hier, moi, j'ai fait un constat, je me sentais bien fier puis bien intelligent quand on m'a confirmé après que c'était ça. C'est que ça m'a fait penser à... Je suis tannant avec mes références japonaises tout le temps, là, mais c'est parce que j'ai vu beaucoup de théâtre japonais, et entre autres, j'ai vu quelques pièces du théâtre No. Et ce qui est particulier du théâtre No, c'est qu'il ne se passe rien. Tu t'assois, mais c'est beau. Puis là, bon, puis comme un texte qui est psalmodié, que tu ne comprends pas toujours, mais tu es comme, bon, OK, tu es là. Puis c'est comme, tu es là, tu es en contemplation. C'est ça que tu fais. Puis là, à un moment donné, lentement, ça t'amène. Puis là, tu fais un peu, là, puis là, tout à coup, tu sens que ça te prend. Puis là, à un moment donné, bon, je ne vais pas vous dévoiler les punchs, puis tout ça, mais à un moment donné, puis ça m'a fait ça hier. Je dis, mon Dieu, on dirait. Il n'y a pas tant de punch, hein. Il parle des punchs. Non, mais le punch, mais quand je dis les punchs. Des punchs, là, non, mais les punchs, c'est la mise en là. scène, c'est comment c'est la scénographie aussi, c'est tout ça, le punch, là, c'est pas l'histoire. Mais c'est ça. Donc, ça m'a fait penser à ça, ce qui a été confirmé après par le metteur en scène et l'interprète elle-même. Mais ça me fait penser aussi que. À un moment donné, dans le spectacle, le personnage parle de théâtre, à un moment donné, pas longtemps, parce qu'elle veut que ses enfants voient du théâtre, et tout de suite, elle parle de baseball. Oui. Bon, puis elle est assise dans un stade, puis elle regarde les gens jouer au baseball. Puis les Japonais, il y a une théorie qui veut que les Japonais adorent le baseball, c'est des grands fans de baseball, parce que ça ressemble à du no. Ça ressemble à une pièce no. Il ne se passe rien. Tu es assis. Ah non, le baseball. Mais tu es là. Il y a une affaire qui te captive, mais il ne se passe vraiment rien au baseball, là, sérieux, là. Puis là, non, mais ça, puis moi, je suis allé au Blue Jays il y a 2 ans, j'étais assis, je me dis, mais il ne se passe vraiment rien. Mais tout le monde est comme ça. Oui, tout le monde parce qu'il peut se passer quelque chose. C'est ça. Puis là, à un moment donné, il y a un petit coup raté. Bon, puis à un moment donné, il n'y a que sa première. OK, c'est la première play. Tension. Puis une tension, tout ça, mais il ne se passe rien dans le fond. Puis c'est là. Puis là, tu es là. Puis là, à un moment donné, quand ça part, mais ça part, là, tu sais, puis c'est le court-circuit, puis là, puis ça crie, puis comment il s'appelait, Roger Brulotte, là, le gars? Roger Brulotte. Roger. Et c'est parti!
puis il venait en transe, là, tu sais, quand Ouais. c'est ça. En tout cas, fait que ton spectacle me fait penser à ça. On parle... Wow! Mais c'est très particulier parce que il y a vraiment eu cette inspiration-là pour Stéphanie comment il s'appelle le fantôme dans le Nord, le Shinsei? Ah, là, tu me... Bon. Attends un petit peu. Le Shinto? Ah, je me souviens En tout plus, cas, désolé. on s'excuse. On s'excuse à Ben tous oui. ceux qui connaissent le Nord mieux Ben que moi. oui. Mais il y avait cette espèce d'idée-là d'un espèce de fantôme qui revisite sa vie. En plus, le manteau que je porte au début est un peu japonisant aussi, est un peu Oui. comme un kimono. Les espèces d'écrans qui sont un peu comme Oui, c'est des ça. rouleaux. Puis, la pièce est quand même basée sur la grand-mère de l'autrice qui a traversé tout le 20e siècle, qui est décédée à 103 ans. Et elle a été au baseball, elle a marché sur cette plage-là, mais elle n'a aucun rapport avec le Japon. D'aucune façon. Mais c'est ça la beauté du théâtre aussi, c'est que cette vie de femme-là est soudainement théâtralisée de cette façon-là, avec des inspirations qui sont Mais il y a une chose celles au de tout l'autrice. début, par exemple, qui réfère à ça, qui est le maquillage blanc et Oui. la bouche rouge. Et même, elle dit, comme le font les femmes japonaises. Qui marche à je sais pas petits pas, ouais. quoi. OK. Bon, tu Mais vois, il y a j'ai toute trouvé, cette mise en théâtre-là du début. La femme qui fait son maquillage, qui fait le maquillage qu'elle a fait toute sa vie. Mais c'est aussi moi, l'actrice sur scène, qui commence ce spectacle-là pour intégrer l'acte théâtral. Fait qu'il y a plusieurs niveaux plusieurs niveaux de sens, en tout cas dans cette espèce de premier tableau-là, qui est particulier. On est dans une pénombre, on ne sait pas tout à fait à quoi s'attendre. Et hop, on y va, puis on y entre. D'ailleurs, parce que le personnage, bon, encore une fois, on ne veut pas vendre les punchs, mais le personnage a 100 ans quand tout ça commence. Et ça me fait, est-ce que la pièce est en phase avec son époque? Parce qu'on entend beaucoup parler de centenaire. On dirait qu'on vient de rentrer dans une ère où il y a beaucoup de gens qui ont 100 ans. Tu sais, comme si Pour une des premières fois dans l'histoire de l'humanité, soudainement, oui, c'est ça. Et il y en a beaucoup. C'est de plus en plus commun de s'y rendre. Ouais. Oui, c'est ça. Et on vient de célébrer Françoise Sullivan, qui est quand même, que j'ai rencontré, est venue voir Riopelle et en pleine forme, une femme de 100 ans quand même, là, mais non, mais tu sais, elle est belle, elle est rayonnante, elle a toute sa tête, elle est là, elle bouge encore dans le sens qu'elle est une danseuse, une chorégraphe qui a révolutionné la danse au Québec, qui a été une des pionnières de la danse contemporaine, tout ça. Et elle a encore toute l'élégance du geste et tout ça. Le spectacle qu'on faisait, c'était Riopelle. C'était sur Riopelle qui, bon, on fête les 100 ans de Riopelle cette année, mais ça fait un bout de temps qu'il est mort. Mais je veux dire, c'est quand même, ça nous a donné l'occasion de rencontrer, de faire de la recherche sur des personnages qui ont été importants, qui ont été marquants dans la société québécoise, qui sont encore vivants, qui ont 100 ans. Alors, il y en avait plein, on était étonnés. Les gens disaient, oui, mais si tu veux lui demander, elle est encore vivante. Ah oui, vraiment, encore vivante. Et qui sont pas mal tous, pas en super forme, mais qui sont... Alors, c'est ça, moi, c'est très curieux, cette chose-là. Le spectacle m'a fait cette impression-là que tout à coup, on vient d'entrer dans une ère où il y a la possibilité peut-être qu'on va vivre 100 ans, puis qu'on aura de quoi dire à 100 ans, puis c'est pas la même chose que tu dis quand tu as 75 ans, puis que ton mariage n'a pas marché, puis tu m'as pris mes plus belles années, puis bon, tout cette affaire. C'est le fun. 25 ans, la tête dans le four. Ça a l'air le fun. Non, mais que c'était comme une autre... Ça amène une autre génération de plus, comme pour... Il y a quelque chose de beau aussi dans cette femme-là qui n'a pas eu une vie extraordinaire, qui a eu une vie unique et une vie tout à fait formidable pour elle, mais avec, comme tout le monde, des deuils, des renoncements, des moments de bonheur et tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup de femmes dont on a raconté la vie. Moi, ça me faisait beaucoup penser à ma grand-mère, cette affaire-là, avec mon grand-père qui était pêcheur, puis il revenait de la pêche, puis il racontait ses affaires, puis toutes les histoires, puis tout le monde applaudissait. Mais pendant que lui était parti, puis qu'il vivait ses grandes aventures, ma grand-mère restait à la maison, puis s'occupait des 8 enfants, puis vivait des deuils au quotidien, puis puis se levait à 3 heures du matin pour faire son pain, puis allait faire ça. C'était des vies qui étaient très, très difficiles, mais c'est comme si c'était pas assez important pour être mis en lumière, parce que les hommes prenaient toute la place. Puis il y a quelque chose que je trouve très beau dans cette
hommage-là, si on peut dire, de soudainement raconter la vie ordinaire d'une femme, d'avoir accès, on la raconte pas parce qu'on n'est pas dans l'anecdote, mais d'avoir accès à cette espèce de voix de l'intime-là et à tous ces espèces d'aléas de la vie qui ont été tues trop longtemps et qui, là, soudainement, peuvent exister parce qu'on est rendu à une époque où il y a cette prise de parole-là des femmes qui est plus forte. Mais le 100 ans marque l'imaginaire quand même. Oui, ben oui. C'est un siècle, c'est pas, Mais toi, pas toi, tu veux banal. vivre jusqu'à 100 ans? Ou... Ben là, je sais pas, là. Donc, ça veut dire que tu as su 100 ans à... Non, pas du tout. Hey, je me projette pas beaucoup dans l'avenir. Ah non? Mais pourquoi pas si je suis en forme puis si tout va bien. Après ça, il y a des fins de vie qui sont beaucoup plus tragiques que d'autres, des fins de vie qui sont très tristes. C'est sûr que il y a comme une solitude aussi qui vient avec le fait de vivre longtemps quand tu perds un peu tous ceux de ton âge. Tu sais, ma grand-mère, quand elle est décédée, elle disait tout le temps, je suis rendue la seule. Elle n'avait plus de famille, elle n'avait plus d'amis de son âge. Il y a quelque chose de très... ça doit être très isolé, en fait, même si tu es entouré de gens plus jeunes. Il y a quelque chose de particulier dans le fait de vivre aussi longtemps. Ouais. Mais si tu avais 100 ans, est-ce que tu voudrais jouer encore au théâtre à 00 ans? Mais pourquoi pas? Janine Souto a joué jusqu'à 95, je pense. Ben oui. Peut-être. Le métier permet ça aussi. Puis il y a quelque chose qui garde jeune parce que Oui, là, je suis rendue à un âge où des fois, je suis la plus jeune la plus vieille d'une distribution. Puis je trouve ça le fun parce que ça nous permet de rester connectés, de rester ouverts, de voir comment ça se passe. Il y a quelque chose de très rafraîchissant dans l'idée d'être entouré de plus vieux, de plus jeunes, d'être au contact de cette espèce de mouvance générationnelle-là. Si je suis encore capable de me tenir et de parler, pourquoi pas? Parce que tu connais les 5 zones bleues? Dans les 5 zones bleues, là, c'est bien à moi de ça, parce que c'est 5 endroits dans le monde où les gens ont plus de 100 ans. Ah oui, ça, oui. Il y a plus de centenaires, Ouais. tout ça. Bon, alors, ils font des études, puis, bon, évidemment, ça a beaucoup rapport avec ce qu'ils mangent, avec, bon, il y a plein d'affaires comme ça, mais c'est beaucoup lié, paraît-il, à... ils ont le sens de la communauté, et ils ont des... la raison pourquoi je me lève le matin, c'est ça, le ikigai, le mot japonais, là, il s'appelle la raison pourquoi je me lève le matin. Et quand tu as une raison pour te lever le matin, tu vis longtemps. Si tu n'as pas de raison pour te lever le matin, tu périclites. Fait que là, c'est beaucoup ça. Là. Alors oui, c'est sûr que si tu manges... tu manges du bien, maquereau à longueur de journée. Ben oui, puis de l'huile d'olive, puis bon, c'est bien sûr, il y a tout ça. Puis, mais moi, ce qui me frappe dans cette affaire-là, c'est que ce qui m'intéresse dans ça, c'est pas ce que les gens mangent, puis tout ça, c'est comment ils vivent en communauté, mais comment en même temps ils ont une conscience, puis ils ont une vie spirituelle, mais ce qui n'est pas nécessairement lié à une religion. Dans certains cas, c'est lié à une religion, mais dans d'autres, c'est simplement une conscience, là, si on veut, de vie qui est soit une practice, comme on dit ça en français, une pratique. Une pratique, oui. C'est pas ça. Ça dépend. Une pratique bouddhiste, ou une pratique... c'est ça. Bon, ça peut être toutes sortes de choses, mais l'idée, c'est que c'est comme une combinaison de ce que je mange, la communauté, ce que j'amène au monde, c'est ce que je peux faire de quoi, moi, ce que ça m'apporte, puis une espèce de vie intérieure aussi, qui n'est pas nécessairement une vie religieuse, mais qui est une vie spirituelle. Fait que ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, cette chose-là. Pas parce que je veux vivre jusqu'à 100 ans, mais tu sais, je me dis... Est-ce que tu voudrais? Parce que je veux dire... Moi, je n'aurais pas de problème si on peut mettre les morceaux au garage puis aller les rechercher. Il y a ça. C'est ça aussi, là. Parce que là, c'est ça qui s'en vient, là. Oui. C'est ça. Tu prends ton fouet, là, OK. Puis là, ils te mettent sur une machine, puis là, après ça, après ça, ils te le remettent, puis ça a l'air que c'est ça qui s'en vient. Mais bon, si tu veux. Il y en a qui font ça avec le face, tu sais. Il y en a qui font ça, le fameux facelift parisien, là. Mais ils enlèvent ton visage, puis te mettent une résille, puis ils remettent ton visage, là. Mais bon, ça, je le ferai pas. Mais il y a quelque chose de tu sais, t'es quelqu'un de très, très occupé avec le théâtre oblige, une projection dans l'avenir, tout le temps. Tu as tout le temps des projets. Je ne sais pas jusqu'où ça va, là, présentement, pour toi. Oui, bien... 2020... Oh, plus que ça. C'est ça, quand même. C'est pas juste moi, là, c'est la compagnie aussi. Oui, bien c'est sûr, le théâtre, mais ça va jusqu'à 2030, donc? Pas 30, là, mais pas loin de, oui. Puis, est-ce que ça, tu trouves ça vertigineux? Non, moi, j'ai jamais trouvé ça vertigineux.
Sauf que là, à cause de la pandémie, il y a beaucoup, beaucoup de projets. Toi, tu dois vivre ça toi aussi. C'est-à-dire qu'on est impliqué dans plein de projets, puis là, tout à coup, on ne peut plus le faire. Alors, tu reportes tout dans 3 ans. Tu penses que tu reportes 6 mois, puis finalement, c'était 1 an, finalement, c'était 2 ans, finalement, ça a été reporté 3 ans. Et là, tu accumules ces projets-là, mais en même temps, tu as tous les projets que tu avais prévus ces journées-là. Fait que là, on fait juste régler, courir, régler. C'est ça. C'est un peu... Ça, c'est moins agréable, je dirais ça, mais je ne pense pas que c'est lié au fait qu'on se projette. Puis il y a une affaire aussi de laisser les choses maturer. En tout cas, prendre le temps de faire les affaires, puis de dire, bien, OK, c'est dans 2 ans, d'ici là, je vais me faire des... Mais de visiter quelque chose, de le laisser mûrir, Oh, puis oui. d'y revenir, ça, Tout à fait. c'est très... je trouve ça très riche quand on a cette possibilité-là, et la pandémie a permis ça. C'est une des rares choses, peut-être si un on peu veut. positives, qui sont sorties. Mais toi, est-ce que tu avais des projets de pandémie? Pendant la pandémie, la grande question, tu ne pouvais pas jouer, Mais j'ai joué. mais tu as joué à la télé, et puis tout ça, avec toutes les règles. Non, mon Dieu, c'était l'enfer, ça. Mais j'ai été arrêtée, mais c'était nécessaire. La pandémie est arrivée. Si c'était pas arrivé, je pense que je m'en allais un peu dans un mur. C'était trop. OK. Ah oui. Mon élastique était OK, fait que ça a été une... très, très étiré, ce qui fait en sorte que la pandémie est arrivée. Puis après, comme 2 mois de rien, comme tout le monde, j'avais peur que ça reprenne. Ah oui. Là, on disait, les pays d'en haut, on va peut-être tourner. Il y a si les beaux malaises, ça reviendrait. Non, non. Puis j'étais comme, non, j'avais peur. On dirait que j'étais comme, mon Dieu, c'est ça. Fait que je me suis comme, il y a eu un moment où je me suis beaucoup questionnée sur mon rythme, effrénée. Puis là, j'étais là, est-ce que j'ai peur de manquer de job? Est-ce que je suis comme, je dis oui? Est-ce que je pose un regard assez critique sur ce que je fais? Est-ce que... Fait que, il y a eu une grande remise en question dans ces mois-là de... Mais qu'est-ce que tu as fait à part avoir peur? J'ai fait du bénévolat, ça m'a beaucoup... Oui, au début, je voulais m'inscrire, mais tu sais, en tant que docteur. Ben oui. Je voulais aller prêter main forte à la cause. Puis là, j'ai parlé à ma mère qui est infirmière, puis j'ai dit, je pense que je vais aller, je contribue. Puis elle m'a dit, tu sais, Julie, j'ai vraiment, je suis sensoriellement très challengée dans la vie, là. Okay. J'ai comme une hypersensibilité, pas juste émotive. Elle me dit, avec ton nez et ton... je suis pas sûre que tu vas être capable d'être préposée aux bénéficiaires, Julie. Ah? Puis là, j'ai fait, pourquoi? Mais oui, je serais capable. Elle fait, OK, changer des couches. Ah, mais c'est ça. Okay. Fait que j'ai fait du bénévolat. Je faisais des épiceries, puis j'allais porter des paniers, alimentaires chez des gens qui étaient confinés puis qui ne pouvaient pas. Puis ça m'a vraiment... ça m'a remis les pendules à l'heure pas mal. Des fois, il faut comme se remettre... Oui. C'est quand je vais travailler, là, souvent quand je joue au théâtre, là, un jour de première, je prends le métro à Montréal pour comme voir d'autres vies puis faire « Hey, calmons-nous. » là. Sauf que tu ne le prends pas souvent parce que tu dois te faire non, pas du tout. Non, non. Tu te fais pas... Non. À Montréal, il n'y a pas de... Non. À Montréal, il n'y a pas de... Non, mais... Je peux te raconter des affaires. Non, mais je sais pas. Ici, tu sais, j'ai l'impression que les gens... mais c'est très anglophone, Montréal aussi, de plus en plus, il faut se le dire. Quand même. Ben, c'est sûr, si tu prends juste la ligne orange. Je prends juste la ligne orange. J'habite dans le nord de la ville. Ouais. Mais l'idée de prendre le métro me fait vraiment beaucoup de bien. À un moment donné, on a comme l'impression, on devient tellement happé par ce qu'on fait, puis par l'espèce de vertige, puis on se donne beaucoup d'importance. Puis des fois, je trouve ça important de se ramener, de ramener notre... Tu vois des gens qui travaillent vraiment fort, puis qui ont peut-être des jobs qui ne font pas triper tant. Moi, j'ai au moins ce privilège-là d'envie d'être complètement passionnée par ce que je fais et de pouvoir en vivre. Puis des fois, en côtoyant la réalité de la vie, là, des fois, je suis comme, bon, mets ton gaz égal, le breton, là. T'es pas en train de sauver des vies. Garde le breton. Au pire, tu te plantes sur scène ce soir. Le monde n'arrêtera pas de tourner. Bon. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Des questions à Julie. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah! Vous voulez savoir quel serait mon rôle idéal? Je ne le sais pas. Je trouve ça très difficile de répondre à ça. C'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais ça jouer du Racine. J'aimerais ça travailler des vers. À l'école de théâtre, on avait eu un atelier, c'est comme un passage obligé là, pendant notre formation. Puis j'avais trouvé ça très, très, très difficile et très le fun. Mais j'ai pas le... Oh mon Dieu, je veux jouer Lady Macbeth un jour. J'ai pas ce... Faut pas dire ça dans un théâtre. Oh mon Dieu! Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ah, bien, juste ici. Comment vous faites pour dormir sur vos deux oreilles, faire le vide, alors que le lendemain, vous allez faire un spectacle solo, quelque chose comme ça? Comment on fait pour dormir sur nos deux oreilles Pour enlever tout ça, là, quand on sait qu'on va faire un spectacle le lendemain? Il y a beaucoup de gens qui prennent des pilules. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, moi, je suis un peu comme un nourrisson, là. Mes besoins essentiels sont très importants, là. Faut que je dorme, faut que je mange, puis sinon, je suis pas du monde, là. Fait que, ce qui est difficile, c'est de conjuguer théâtre et tournage. Ça va pas du tout ensemble. Comme là, présentement, je tourne un film, fait que je suis habituée de me réveiller à 5 heures le matin pour aller travailler 4h30, 5 heures. Fait que là, hier soir, on a fini très tard, puis à 5 heures, je suis réveillée dans mon lit. Mais je me suis rendormie finalement. Mais la sieste est notre grand allié aussi. Je sais pas si tu fais des siestes. Oui, les siestes l'après-midi, c'est très important. Ouais. Puis la douche chaude, peut-être 1h30 avant. Ouais. Hein, la douche chaude, ça enlève les nerfs un peu. Ça enlève là. les nerfs. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est un sommeil particulier. Tu sais, moi, je médite aussi, ça m'aide à essayer. Je fais des exercices de respiration. J'essaie de pas trop boire. C'est pas facile. Mais non, mais c'est ça. Mais à un moment donné, tu pognes un espèce de rythme de vie. C'est un peu bizarre. Une journée de spectacle, là, on est comme en jachère. Je sais pas comment le dire. C'est comme si on le sait que le soir, on va devoir faire. Tu sais, moi, j'ai envie de me coucher à 8 heures, pas de monter sur scène. Là. Fait qu'il y a comme, tu le sais que toute cette énergie-là va devoir être déployée, cette concentration-là à 1 heure qui n'est pas tout à fait naturelle. J'ai joué à un moment donné un spectacle très long. Très long, enfin, tout est relatif, mais mon personnage. Dit-elle en me regardant. Oui, mettons. Mais c'était les 3 mousquetaires, puis je jouais Milady, puis mon personnage arrivait vraiment après l'entracte, puis mon gros bout, là, c'était comme à partir de 10h30, puis j'étais comme en coulisses de même. Mais je pense que chaque acteur trouve son espèce de truc, mais c'est un biorhythme particulier, effectivement. Ce qui est difficile, je dirais, moi, en théâtre, c'est que, oui, effectivement, il y a des siestes, il y a des trucs, il y a des choses comme ça, mais c'est qu'il faut faire des entrevues. On passe surtout quand on est proche d'une première, où est-ce que c'est le plus angoissant, où est-ce qu'on est le plus insécure. On ne sait pas si c'est bon ou pas. On ne sait pas si on va être capable de se rendre jusqu'au bout de ça. Puis on a passé l'après-midi de la première à répondre à des questions des journalistes, on fait plein d'autres affaires, puis à parler à un tel avec un projet qui s'en vient, puis vas-tu être là. Ça, je trouve, c'est la chose la plus difficile. On n'a pas ce luxe-là de dire, on se couche, puis on se concentre, puis on fait juste ça. Puis quand on fait ça, c'est de la vente. Ouais, tu sais, la promotion, c'est soudainement, c'est comme on quitte l'espèce d'écran de création pour soudainement aller vendre quelque chose qu'on n'a pas tout à fait encore éprouvé. Fait que à un moment donné, ça devient très difficile de... C'est particulier, là, toute cette espèce de truc-là promotionnel. Puis à un moment donné, tu trouves une façon de le faire pour... À un moment donné, moi, j'ai compris ça. Je vais arrêter d'essayer d'avoir l'air intelligente, là, quand je fais des entrevues. Je vais juste essayer de vendre la patente. Parce que c'est ça le but, mais ça veut pas... Mais ça m'a comme bien détendu. Plutôt que d'essayer d'avoir de rien, je sais pas, disons, tu vas faire tout le monde en parle, puis t'es comme, ah mon Dieu, c'est live, c'est terrifiant, puis à un moment donné, tu fais comme, bon, je m'en vais vendre quelque chose. Puis tu sais pas qu'est-ce que sans vendre son âme. La question qui tue. Ben, écoute, Julie, merci infiniment. Quel bonheur. Merci à vous, vraiment. Vraiment. On aurait pu faire une autre heure facilement parce que tu es très volubile, tu es très généreuse. Merci de ta générosité aussi comme actrice. C'est une de nos plus grandes actrices. Et je l'ai dit, c'est pas de la flagornerie, là. Et merci à vous d'être venus. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé l'épisode, exprimez-vous et n'hésitez pas à lui donner une évaluation positive. À bientôt pour un prochain grand rendez-vous Diamant.